Bonjour, moi je suis ravie de commencer moi aussi cette journée avec vous et pour vous parler un petit peu de ce qui anime mon quotidien aux abattoirs. Donc, tout d'abord, je m'appelle Emmanuelle Hamon, je travaille dans la culture, je pourrais dire presque depuis toujours, et ma passion pour l'art, pour les publics, pour l'Espagne notamment, l'Amérique latine, ont guidé un petit peu tout mon parcours. Et ça fait maintenant 7 ans que je travaille aux abattoirs, musée FRAC, Occitanie, Toulouse. Je vais vous expliquer tout ça. Et donc bien sûr c'est à l'occasion de ce projet que nous avons fait dans le quartier Saint-Aubin que vous avez eu la gentillesse de m'inviter et de vouloir écouter un petit peu de ce qu'on fait aux abattoirs et qui est un petit peu moins connu puisque dans le monde d'avant, puisque là on reprend petit à petit l'activité, je passe 30% de mon temps sur les routes d'Occitanie. Parce que les expositions que je fais, vous ne les voyez pas, parce que celle que vous voyez, c'est celle des abattoirs, et ce n'est pas celle que je fais. On est une grosse équipe, on est une quarantaine de personnes, mais moi, mon travail, c'est d'amener l'art où il n'y en a pas, où il y en a peu, où l'offre artistique et culturelle est moins accessible. Donc vous savez bien, vous connaissez la géographie de l'Occitanie, il y a Toulouse, cette grande ville, et puis après c'est assez rural. C'est différent un peu de Montpellier, où Montpellier c'est assez dense en termes d'offres. Donc voilà, je passe mon temps sur les routes et on organise 30 à 40 expositions par an hors les murs, dans les 8 départements de l'ex-Midi-Pyrénées. Donc moi je les connais par cœur, les départements, je ne vais pas vous demander de les réciter, mais en tout cas c'est une très belle région et partout on fait des projets. Donc c'est ce que je veux un petit peu vous raconter avec quelques images et puis aussi à quoi ça renvoie dans notre histoire de la culture, notre histoire de l'art et comment on la partage. Donc tout d'abord, les abattoirs, c'est assez particulier puisque c'est un musée d'art moderne et contemporain de la ville de Toulouse et le Fonds régional d'art contemporain Occitanie-Toulouse. Et je vais vous expliquer, peut-être vous ne connaissez pas très bien les fonds régionaux, vous connaissez les musées. Les musées, ils sont nés au moment de la Révolution française. On a confisqué les biens de l'Église et de la Couronne et on a ouvert tout d'abord le Louvre, ce qui va devenir le Louvre, pour les montrer au peuple. Donc il faut bien, l'histoire des œuvres, ça vraiment vient de cette histoire chez nous de la Révolution française, on partage avec le peuple. Et ça va être des lieux qui vont être pensés comme des lieux de formation, de conservation de notre histoire, puisque c'est important, vous savez qu'à la Révolution française, on a voulu détruire tout ce qui symbolisait l'Ancien Régime et puis tout à coup on s'est dit non, il faut qu'on garde la trace de cette histoire, même si c'était une histoire qui a été terrible pour le peuple. Donc c'est là qu'est née l'idée du patrimoine, le mot même patrimoine vient de la Révolution française où on va très vite conserver les traces de l'Ancien Régime, mais les partager avec le peuple. Et puis, tout au début du XIXe siècle, on va diffuser dans les musées de province des œuvres que Paris, ça encombrait le Grand Louvre, donc on a envoyé bien entendu des œuvres de seconde zone, qu'on considérait dans les musées de province. Il y en avait 15 et le premier, c'était à Toulouse, le musée des Augustins. Donc, musée des Augustins et le musée de France, puisque ça c'est un label qui va venir plus tard, le premier en France à rassembler du patrimoine. Et après, ces musées vont s'enrichir de legs, de donations. Et puis voilà, vous connaissez, je ne vais pas non plus vous faire, c'est pas un cours sur les musées, mais c'est juste pour vous dire, moi ce que je veux rappeler et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est le partage des œuvres avec les publics, avec les gens. Et au plus près d'eux. Donc ça vient de cette histoire
un peu brutale, la Révolution française, de partager. Et puis au XIXe siècle, tout au long du XIXe siècle, le musée va continuer à s'imposer comme un lieu d'éducation. On dira, l'instituteur y amènera son élève, le père son fils. Vous voyez, bon, il n'y a pas trop de femmes là-dedans, mais c'était un début. Hein. Vous voyez, on était vraiment dans l'éducation, la transmission, et puis aussi le musée, c'était le lieu où devaient se former les artistes. C'était compris comme un lieu de formation. Donc le musée vient de cette histoire. Et là, je vais faire un gros saut dans le temps, hein, puisque on n'a que 20 minutes et puis je veux surtout vous parler du FRAC, mais vous voyez que la diffusion depuis la capitale vers les régions, hein, c'est un mouvement de décentralisation qui n'est pas encore achevé dans notre pays, mais on y tend toujours. Donc j'arrive au XXe siècle, en 1981 avec l'élection de François Mitterrand. Et là, il va y avoir un grand mouvement dans la culture avec, bien sûr, un des ministres qui reste le plus célèbre, Jack Lang. Bon, bien sûr, il y a eu André Malraux avant, mais avec ce nouveau président, cette nouvelle gouvernance, vont être créées les régions. On a l'impression qu'elles ont toujours existé, les régions, mais les régions sont créées à ce moment-là. Et donc, il va y avoir des présidences de régions qui vont être créées et donc les lois de décentralisation de 1982. Et donc, à l'occasion de la création de ces régions, Jack Lang avait un conseiller qui s'appelait Claude Mollard et qui a inventé cette idée de créer un fonds régional d'art contemporain dans chaque région de France. L'idée étant de constituer un fonds d'artistes vivants et de les montrer dans les lieux non dédiés à l'art, dans les lieux où il n'y en avait pas, puisque l'art contemporain s'avérait être le parent pauvre de la culture, contrairement au spectacle vivant. Voilà, mais c'est toujours un petit peu le cas, mais en tout cas, les fonds régionaux d'art contemporain vont être créés. Curieusement, les régions, à l'époque, sont prises par la droite, et elles vont accueillir toutes favorablement cette initiative de la gauche. Donc ça, c'est assez incroyable. Et donc aujourd'hui, nous avons 23 fonds régionaux d'art contemporain qui diffusent dans leurs régions respectives les œuvres de leur collection. Alors un FRAC a en moyenne 1000 à 1500 œuvres dans ses collections. Nous, aux abattoirs, l'histoire est un petit peu différente, la spécialité toulousaine. Le musée a fusionné avec le FRAC, c'est-à-dire qu'on diffuse dans l'ensemble de nos collections, donc l'ensemble fait 4000 pièces. Voilà. Donc le travail, c'est d'organiser des expositions dans des lieux non dédiés à l'art de préférence, auprès de publics les plus divers. Et donc pour illustrer tout cela, puisque vous pourrez voir tout à l'heure une de nos démonstrations grâce à l'idée d'Antoine de montrer des œuvres au plus près de la vie, dans la vie des gens, ce qu'on fait aussi dans le reste de la région, que vous ne pouvez pas voir, où vous êtes peut-être tombé dessus, mais vous ne saviez pas que c'était un projet du FRAC. Donc on a un petit problème avec le vidéoprojecteur parce qu'il fait très beau, c'est très lumineux, mais alors j'espère que vous voyez, ou vous pourrez vous approcher tout à l'heure au moment des échanges si vous le souhaitez. On touche pas Donc c'est juste une dizaine d'images de projets divers, et puis je m'attarderai sur deux projets qui me tiennent particulièrement à cœur et que pour le sûr vous ne pourrez pas aller les voir. Donc tout d'abord, je vous montre l'image que vous voyez ici. C'est l'abbaye de Beaulieu dans le Tarn-et-Garonne. Donc c'est un site magnifique qui va être transformé en musée prochainement, puisqu'il y avait les propriétaires de cette abbaye de Beaulieu qui avaient constitué une collection d'art moderne extrêmement intéressante, donc dans une ancienne abbaye cistercienne. Et donc là, on est intervenu avec une seule œuvre des abattoirs.
Et en fait, c'est une œuvre, vous voyez peut-être pas, donc c'est des échelles qui traversent la nef. Et c'est des petits bonhommes, des petites figures. Donc c'est l'œuvre d'un Chinois, Lu Jia. Et en fait, c'est des petits chasseurs de démons dans la mythologie asiatique. Donc on trouvait vraiment, vous voyez, pour qu'une œuvre elle matche avec un lieu, c'est pas souvent, hein. Donc déjà les petites figures elles sont blanches, ça renvoie aussi à la blancheur des vêtements des moines qui s'y trouvaient. Et puis ces petits chasseurs de démons qui ont l'air de gambader sur ces échelles et qui presque pénètrent dans les murs. C'est une œuvre qui avait été montrée aux abattoirs il y a une quinzaine d'années, aussi dans la nef des abattoirs. Donc vous voyez, on partage avec le partenaire, il nous dit on aimerait bien montrer une œuvre d'art contemporain dans ce lieu patrimonial, ça lui donne une autre lecture, une autre façon de vivre le lieu. Et nous, connaissant les collections, on fait des propositions. Mais voilà, quand on a trouvé une proposition comme celle-ci, après c'est un petit peu dur de trouver quelque chose qui soit aussi pertinent. Donc là, l'abbaye de Beaulieu que je vous conseille de visiter, bien entendu. Encore un lieu patrimonial, puisque c'est quand même des lieux des centres monuments nationaux, c'est le château d'Assier dans le Lot, à Assier, qui est moins connu que l'abbaye de Beaulieu. C'est un château Renaissance. Et on avait présenté, là c'était une exposition en 2019, alors dans ces lieux, difficile d'accrocher au mur, bien sûr les administrateurs de ces lieux ne veulent pas qu'on accroche au mur, puis de toute façon c'est pas possible, les conditions de conservation ne sont pas très bonnes, le froid, l'humidité, on avait le problème, je ne vous ai pas dit, l'abbaye de Beaulieu, l'administratrice, elle ne voulait pas de peinture parce qu'elle était traumatisée par les chauves-souris qui lui avaient, une année, elle avait présenté des grandes toiles de tapiès et il y avait eu des déjections de chauves-souris et donc elle en était vraiment, enfin pour elle, ça avait été absolument dramatique, ce qu'on peut comprendre, on a la responsabilité de ces œuvres. Donc voilà, donc dans ces monuments, c'est un petit peu compliqué de montrer des choses, mais là on avait travaillé sur la question de l'exil, et là c'est une vidéo qu'on a installée dans les foyers de cheminée, des écrans, et donc là c'est l'œuvre d'une artiste cubaine, Glenda Leon, et là c'est une œuvre très belle, c'est juste un arbre, et il y a les oiseaux qui s'envolent, juste là, c'est 30 secondes, et comme ça faisait un éclat dans la salle, et c'est une note contemporaine dans ce lieu patrimonial. Vous voyez, il faut rentrer aussi avec subtilité dans ces lieux, puisque là, ce sont des fréquentations purement touristiques. Donc là, c'est une œuvre en Lozère. Alors pour vous dire qu'on intervient dans des œuvres, dans des lieux complètement différents. En Lozère, à Marvejols, ça fait le lien avec une expo qu'on a montrée il n'y a pas très longtemps aux abattoirs. Je ne sais pas si vous avez pu la voir, c'est autour de psychiatre Francis Tosquelles. Et donc là, on est à Marvejols, on n'est pas très loin de l'asile psychiatrique de Saint-Alban-Limagnol que dirigeait Francis Tosquelles. Et on a invité un artiste à évoquer cette histoire, puisque dans ce hôpital psychiatrique, se sont hébergés réfugiés pendant la guerre, des personnalités comme Paul Éluard, Tristan Tzara, etc. Et plus tard, Frantz Fanon va faire son internat aussi auprès de Francis Tosquelles. Donc l'idée, on n'avait pas de lieu à Marvejols. Là, il y avait une volonté des politiques vraiment parce qu'il y a ça aussi, on travaille avec les politiques, mes partenaires sont souvent aussi des maires, des présidents de communes qui ont envie d'un projet d'art contemporain pour dynamiser leur offre culturelle. Et donc là, à Marvejols, on avait fait le tour, il n'y avait vraiment pas de lieu pour les œuvres. Donc là, on a invité un artiste à produire dans l'espace public ces grandes toiles suspendues entre les arbres dans le jardin public et qui évoquent, avec un système de collage, cette histoire de Saint-Alban, qui est aussi le foyer de l'art brut, puisque les grands noms de l'art brut, Sivens, Forestier, et j'en oublie, était à Saint-Alban, interné à Saint-Alban, puisque Francis Tosquelles développait beaucoup les ateliers d'art plastique
dans son centre psychiatrique, hein, d'où après ce qui est venu d'art-thérapie, etc. Alors aussi, on fait d'autres projets, on peut aussi programmer des performances. Là, on était, toujours en 2019, on travaillait sur la question comme je le disais tout à l'heure, sur la question de l'exil. Et moi, je souhaitais qu'on travaille l'exil, mais depuis la préhistoire, c'est-à-dire que le mouvement des populations, finalement, entre les changements climatiques et les guerres, l'histoire de l'homme, c'est sans cesse de se déplacer. Bien entendu, c'est toujours extrêmement douloureux. Et donc là, on s'était rapproché du musée de l'Aurignacien, à Aurignac, dans le sud de la Haute-Garonne, qui est un musée de préhistoire. Et la conservatrice d'alors ne voyait pas quelle expo on pouvait faire, mais elle a eu une très bonne idée, parce que les partenaires ont des idées formidables. Elle a dit on a des centres d'hébergement de réfugiés en attente de papier, et ça serait bien, pour parler de l'exil, d'inviter un artiste à faire une performance. Et donc on a invité Pascal Lièvre, un artiste français, et qui est dans la performance. Et lui, son idée, ça a été de créer une marche des visibilités migrantes. C'est-à-dire, il est venu faire des résidences à Aurignac et il leur a fait écrire des textes sur leur situation. Et une journée de septembre, on a défilé dans la ville avec ces mots. L'artiste avait créé ce drapeau, donc le drapeau des visibilités migrantes, qui maintenant est installé dans l'entrée des abattoirs en permanence. Et les enfants avaient tous un petit drapeau orange, ça a été dressé sur la mairie, hein, le maire était bien sûr complètement impliqué dans le projet. Donc vous voyez, on peut faire toutes sortes de choses assez étonnantes. Alors bien sûr, les établissements scolaires, ça c'est vraiment un partenariat qui est très important, puisque dans les missions des musées comme des FRAC, l'éducation est vraiment au cœur de nos missions, la transmission. Et bien entendu les jeunes sont au cœur de nos préoccupations. Et bien sûr, on a envie que tout le monde vienne au musée, que tout le monde vienne dans les FRAC, dans les centres d'art qui se trouvent en général dans les capitales des régions. Mais malheureusement, on ne peut pas déplacer tout le monde dans un musée parce que ça coûte de l'argent. Par exemple, pour venir à un lycée des Hautes-Pyrénées, pour venir seulement 50 élèves, pour venir aux abattoirs, c'est 1 000 €. Vous voyez? Donc comment faire? Dans un établissement où il va y avoir 600, 800 élèves, ça veut dire qu'on choisit. Alors, bien sûr, il y a des enseignants qui vont se bagarrer pour faire venir leurs élèves dans les lieux culturels, mais ça ne profitera jamais à tous. Donc vraiment, c'est un travail complémentaire de faire venir, d'organiser des expositions dans les établissements scolaires. Et très souvent, on arrive à banaliser des salles de classe temporairement et à les transformer en galerie, comme là vous voyez. Donc là c'était une exposition de l'artiste Georges Rousse, et donc avec ces élèves qui viennent travailler avec les œuvres. Parce que bien sûr les enseignants, les établissements qui accueillent des œuvres, ils ont un projet pédagogique. L'idée pour nous c'est toujours que ce soit partagé et travaillé. On ne vient pas faire la décoration des murs, ça c'est pas possible. Alors ça, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui ont recommencé à voyager en avion. On est aussi dans des endroits improbables où on se glisse. L'idée, c'est aussi, des fois on se dit, c'est pas important que les gens se disent « Ah, je suis devant une œuvre d'art ». C'est juste que ça soit introduit dans son environnement, parce que tout est dessiné, tout ce qu'on parcourt est dessiné, créé par l'homme, et en fait on y est, et on ne pense pas forcément qui a fait ci ou qui a fait ça à ce moment-là. Donc l'idée là, on a invité un artiste qui est déjà dans nos collections, un artiste malgache, Joël Andriano Mehari Zoa. Je me suis beaucoup entraînée. En plus, je crois que c'est pas la bonne prononciation, mais c'est pas très grave, je peux pas faire autrement. Et en tout cas, c'est un artiste dont le travail, c'est le mot poétique, et qu'il introduit dans des espaces les plus divers. Alors aux abattoirs, vous verrez, il y a des textes dans les toilettes, dans l'ascenseur.
c'est quelqu'un qui se met aussi dans les lieux intermédiaires et comme ça on est capté par une phrase poétique. Et donc à l'aéroport, au moment des départs, vous avez plein de textes de Joël Andriano Mearizoa. Et voilà, vous les verrez sûrement si vous voyagez prochainement, ça va rester 2 ans. Donc là c'est un partenariat avec l'aéroport. Donc si on veut parler aussi finance, on est toujours dans des projets partagés financièrement. Alors là, c'est un projet qu'on fait l'été sur le canal du Midi, un parcours qui s'appelle Horizon d'eau, et on produit une œuvre sur la péniche Le Tourmente. La péniche Le Tourmente est louée par le festival Convivencia pendant 1 mois en avril. C'est un festival de musique du monde et cela fait 6 ans qu'on est en partenariat avec l'équipe de Convivencia. Et c'est un festival qui part du Tarn-et-Garonne, enfin qui part du canal latéral jusqu'à Frontignan à peu près. Et chaque escale, il y a une quinzaine d'escales, fait l'objet d'un concert. Donc le concert est sur la péniche et le public est sur les berges. Et donc nous, depuis quelques années, on crée une œuvre sur la péniche. Et pareil, le public, les cyclistes, les navigateurs, ils ne savent pas forcément qu'ils sont en contact avec une œuvre d'art, mais on a introduit des motifs sur la péniche au moment de la navigation comme au moment du concert. Là, vous reconnaissez, ou vous le verrez peut-être tout à l'heure, c'est cette œuvre de Géraldine Lay qui est installée dans la boutique de bicyclettes dans votre quartier. Vous voyez, avec ce clin d'œil très sympathique du genou écorché à côté de la bicyclette. Et donc là, pour vous dire, les petits panonceaux qui accompagnent cette œuvre, c'est pas de notre fait. Nous, c'est vraiment un travail collaboratif. C'est vraiment les porteurs de projets qui ont eu cette idée et avec les commerçants qui ont travaillé ces mots en lien avec les œuvres. Et là, maintenant, je voudrais vous parler de 2 projets que vous ne pourrez pas voir ou des lieux dans lesquels vous ne pourrez pas pénétrer. On travaille depuis très longtemps aux abattoirs avec le centre de détention de Muret. Donc c'est un projet assez important. Hein. Le centre de détention de Muret, il y a environ, je ne veux pas dire de bêtises, mais 600 à 800 détenus. Ce sont des longues peines. Les détenus ont chacun leur cellule. Donc là, quand ils arrivent à Muret, ils sont un peu calmés, puisqu'ils vont passer. C'est pas comme à Seyss où ils sont en attente de procès, où donc c'est un petit peu plus. On travaille aussi avec Seyss, c'est un petit peu plus tendu. Mais donc, les détenus ont leur journée de travail. Ils finissent à 4h30 en général. Il y a ceux aussi qui travaillent à l'extérieur et qui rentrent le soir en prison. Et donc, après leur journée de travail, ils peuvent suivre des ateliers de pratiques artistiques ou d'autres offres culturelles ou le sport. Ils ont aussi des ateliers jardinage, etc. Et donc nous, chaque année, on propose une exposition au sein du centre de détention. Donc là, la photo que vous voyez, c'est le hall où on fait l'exposition, où ils passent tous les jours. Et on présente une trentaine d'œuvres autour d'un thème qu'ils ont choisi. Et après, nous, on leur propose des œuvres. C'était un petit peu comme ça qu'on travaillait jusqu'à présent. Et depuis 3 ans, je fais plusieurs séances avec eux et on prépare l'exposition ensemble. C'est-à-dire qu'on leur présente un réservoir d'œuvres de 80 œuvres environ. Et puis on travaille ces œuvres et on les choisit. On écrit le sujet ensemble. Sachant que souvent, c'est des personnes qui n'ont pas été en contact avec l'art avant, dans leur vie d'avant, et qui découvrent l'art au centre de détention. Donc on fait ces séances avec eux, de regarder les œuvres qui pourraient bien fonctionner, qui pourraient raconter une histoire. Alors après, on est extrêmement contraint dans le choix des œuvres.
puisqu'on n'a pas le droit de présenter des œuvres sous verre, parce que le verre peut être une arme. Voilà. Et puis aussi les images, ils sont très... Alors c'est sûr, hein, c'est des longues peines, donc c'est pas des enfants de cœur, on est bien d'accord, mais leurs conditions de vie font qu'ils sont très sensibles, donc ils n'aiment pas les images, il leur faut des images réjouissantes. Et dans l'art contemporain, c'est pas facile, les images réjouissantes, puisque les artistes souvent sont aussi un peu le réceptacle de la société où on vit. Donc c'est vraiment, chaque année, c'est un vrai challenge de trouver, de monter ensemble une exposition qui marche bien et puis qui les plombe pas plus. Hein. L'idée, c'est que ce soit un moment d'évasion, de discuter ensemble. Donc on prépare. On fait des visites guidées et il y a une artiste qui intervient pendant 14 séances pour faire des ateliers de pratique artistique en lien avec l'exposition. Et ensuite, ces œuvres sont présentées à la Galerie des publics des abattoirs, parce qu'aux abattoirs, on a un lieu qui est dédié aux travaux effectués dans les ateliers. Et à cette occasion, en général, il y a 4 à 5 détenus qui ont l'autorisation de sortir et qui viennent suivre une visite guidée de l'exposition en cours et on leur fait un petit vernissage, etc. Voilà, donc c'est un projet assez fort et qui permet aussi à ces personnes, hein, puisque ces projets sont suivis par ce qu'on appelle le SPIP, c'est le service de probation et de réinsertion au sein des prisons, hein, puisqu'on prépare leur sortie. C'est l'intérêt de tout le monde que ces personnes sortent bien intégrées après. Voilà, donc c'est des projets assez forts et donc nous faisons un petit vernissage, pareil, c'est trié sur le volet et donc voilà, on y vient chaque année. Et donc là, vous voyez nos régisseurs qui sont en train d'installer. Et pareil, depuis 3 ans, on implique quelques détenus dans l'accrochage des œuvres. Il y a une intervention de notre régisseur pour expliquer son métier. Un autre projet que j'affectionne tout particulièrement et qui se développe beaucoup, on parle beaucoup des jeunes, mais il y a aussi les vieux. Et on a parlé beaucoup pendant la pandémie des EHPAD, mais ce n'était pas quelque chose dont on entendait parler beaucoup avant. Mais en tout cas, nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec les EHPAD. Et on fait des expositions et pareil, on les co-construit ensemble avec un petit groupe de résidents. On a commencé avec l'EHPAD Caroline Baron à Toulouse, avenue Jean Rieux, parce que le directeur disait, il avait ses résidents, il disait qu'il y avait des pratiques culturelles quand ils avaient leurs jambes et leur tête, et donc il ne voulait pas les priver. Alors voilà, hein, je ne vous cache pas que l'EHPAD Caroline Baron, on se dit, voilà, c'est plus, je ne sais pas combien ils payent par mois, mais voilà. Mais en tout cas, c'était une première approche, et en tout cas, ils font un travail formidable. J'ai des bilans comme aucun partenaire me fait, avec vraiment tous les détails des rencontres avec les résidents. Donc il y a certains résidents qui peuvent sortir, viennent travailler au centre de documentation pour préparer l'exposition. À l'époque, il y avait un monsieur, mais il est mort maintenant, qui était un ancien conservateur du musée d'art moderne de la ville de Paris, qui faisait des conférences aux autres résidents. Donc il y avait ce moment de partage. Et puis pour les personnes qui souffrent de maladies dégénératives, malheureusement il y en a aussi beaucoup dans les EHPAD, eh bien, il y a l'art thérapeute, les psychologues qui travaillent avec les œuvres. Donc c'est un support vraiment extrêmement intéressant et des moments. Donc en général on inaugure en décembre à l'EHPAD Caroline Baron, et c'est le moment où les familles aussi sont là, etc. Et depuis, en fait, ça se sait, donc on travaille avec l'EHPAD à Pibrac et l'EHPAD à Castanet-Tolosan, et c'est vraiment des moments importants parce que, bien entendu, c'est aussi, j'aime pas trop cette comparaison, mais le centre de détention, les gens ils sont détenus, mais dans les EHPAD aussi, hein, il y a quelque chose où les personnes sont retenues. Et l'idée, c'est qu'on doit pas les laisser, et eux aussi ont droit à une offre culturelle
et artistiques, c'est pas parce qu'ils sont en fin de vie qu'ils n'auraient pas le droit. Voilà, donc c'est des projets extrêmement satisfaisants et je voulais vous montrer la variété de nos interlocuteurs, de nos actions, et tout ça, bien sûr, le cœur, c'est l'art, c'est la rencontre avec l'art, la rencontre avec les artistes. Voilà, j'en ai fini. Oui, j'en ai fini, j'ai plus d'images. Et voilà, donc je pense qu'on a passé les 20 minutes. Et si vous avez, en tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a éclairé sur ce qu'étaient les FRAC. Donc je vous ai amené une petite plaquette si vous pourrez consulter si vous le souhaitez, donc des 23 FRAC de France. Et puis le petit programme qu'on avait fait en 2019, je suis né étranger, c'était un programme autour de Picasso et l'exil au musée et en région sur la question de l'exil. Voilà. On aime bien aussi traiter des thématiques avec nos partenaires qui ont bien sûr toujours une histoire à nous raconter.